Mesdames et messieurs, bienvenue à cette quatrième, n'est-ce pas, quatrième belle soirée de la Société d'histoire de Rouyn-Noranda, quatrième belle soirée de l'année 2021-2022. Nous avons eu un petit arrêt, là, vous en connaissez les raisons, j'imagine, hein, n'est-ce pas? Alors, bienvenue aux gens nombreux quand même, merci d'être là dans la salle, dans la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Bonjour aussi à ceux qui sont à la maison. Alors, on va assister à une conférence sur Al Willis, Léonald Gauthier, n'est-ce pas? Un heureux mélange. Je vais laisser les paroles de Félix, je vais te les laisser, c'est extraordinaire. Alors, on connaît tous Félix Bélifossé, journaliste, maintenant pigiste, prolifique et surtout journaliste spécialiste de la musique. Alors, on est très heureux de l'avoir parmi nous, de l'avoir comme un contributeur merveilleux à la Société d'histoire, mais aussi un excellent conférencier, justement pour finir l'année 2021-2022. Alors, sans plus tarder, je te passe déjà la parole, Félix, ça va comme ça? Absolument. Alors, la foule en délire, applaudit Félix. Merci Martin, merci beaucoup. Je suis vraiment content d'être là, merci beaucoup de me recevoir, merci à la Société d'histoire de Rouyn-Noranda, merci tout le monde d'être là, c'est très très apprécié. On va aujourd'hui faire naturellement un voyage dans le passé, sans doute, mais on va aussi beaucoup aller dans l'histoire des hôtels de Rouyn-Noranda. Et j'imagine que vous en avez connu pas mal plus que moi, parce que, bon, je n'ai pas vraiment connu cette époque-là. Mais j'ai amené toutes sortes d'artefacts que j'ai réussi à retracer avec les époques, qui vont peut-être vous faire voyager un peu. Et si vous avez justement des souvenirs à partager, je vous invite à le faire très spontanément, lever la main, dites-moi j'ai quelque chose de souvenir qui me revient, parce que aussi, ça se peut parfois aussi justement que j'ai des souvenirs qui soient, pas des souvenirs, mais plutôt des informations qui ne soient pas nécessairement très exactes, si ça s'est passé à une certaine époque que je n'ai pas connue. Si vous avez des précisions, naturellement, tout le monde est bienvenu de participer. Je commence par vous distribuer ce petit sac rempli de petits shakers pour les drinks, qui viennent à peu près tous d'hôtels. Ben oui, Martin, je vais te le remettre. Puis on peut passer, les gens peuvent regarder un peu tout ça. Il y en a à peu près tous les hôtels, là. Oh, tout le monde peut regarder, là. Ben, on peut juste donner le sac à une personne, puis après ça, la personne peut fouiller dans le sac, puis après ça, la prochaine prend le sac, puis peut fouiller là-dedans. C'est ça, ça vient de plein d'hôtels de la région. Beaucoup de Rouen et entre autres de l'hôtel Saint-Louis, dont je vais vous parler quand même pas mal aujourd'hui. Il y a une des cuillères, un des petits shakers pour les drinks qui vient de l'hôtel Saint-Louis plus précisément. Et si on va en parler, ben, c'est parce que Al Willis, de son vrai nom, Léonald Gauthier, ben, a fait un peu ses classes à l'hôtel Saint-Louis dans le domaine de la musique western. Alors c'est pour ça que j'ai amené ces éléments-là ce soir. Moi, ça me fait triper là, de pouvoir retrouver ces petits shakers-là parce que ça nous donne un petit peu une idée de l'époque aussi. Fait que je ne sais pas qui les a ramassés, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a bu tous ces drinks-là, j'espère que non. J'espère que c'est quelqu'un qui a été quand même, finalement, bon, peut-être pas qu'il faisait partie des ligues de tempérance là, de l'époque, mais quand même. Ça, c'est l'hôtel Saint-Louis, justement. Là, on le voit ici. Aujourd'hui, c'est rendu un bloc appartement. Hein, c'est au coin de la Tachereau et de la rivière. Puis il y a maintenant l'éclat, je crois. Il y a ces bureaux là-dedans. C'est un bloc appartement qui a été retapé et qui s'appelle le Saint-Louis, justement, parce que c'était, à l'époque, l'hôtel Saint-Louis. Donc, je ne sais pas si vous le replacez, le toit, mais ici, c'est la rue Tachereau qui passe comme ça, de l'hôtel de ville juste en haut de la côte ici, puis ça, ben, ici, c'est la rue La Rivière qui passe comme ça. Donc, ça vous donne une idée. En arrière, c'est le nettoyeur Michon, juste à côté. Encore Michon, je pense que oui. Dallaire, ok, pardon. Il y avait quoi? Boissonneau et Pièce, c'est Ah, ça se peut, oui, ça se peut. Oui, ça, je ne sais pas. Mais oui, c'est ça. Oui, absolument, merci beaucoup. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a eu ça là-dedans, effectivement, pendant un petit bout. Fait que, ben ça, à cette époque-là, je vais y revenir parce que c'est là qu'effectivement notre Al Willis a commencé. Al Willis, bon, vous en avez peut-être entendu parler, là, ici et là, peut-être que vous l'avez vu jouer, peut-être que vous avez, tu sais, ce personnage-là, moi j'ai travaillé très très fort pour le réhabiliter, en tout cas, de son vivant, parce que naturellement, vous savez peut-être qu'il nous a quittés il y a quelques années déjà. Quand moi j'ai étudié en journalisme à l'UQAM à Montréal autour de 2003 à 2005, grosso modo, j'ai pris un cours qui s'appelait Rock and Roll and Its Roots, qui allait à l'Université Concordia pour compléter mon parcours à moi. Et puis dans ce cours-là, mon professeur Craig Morrison, lui avait écrit des livres sur l'histoire du rockabilly, il avait écrit une encyclopédie sur l'histoire du rock. Et il m'a communiqué, il m'a passé littéralement
une démarche de travail, en fait. C'est exactement comment lui faisait pour aller chercher les souvenirs des musiciens, pour pouvoir, après ça, ajouter des témoignages qui soient d'une richesse et d'une rigueur dans ses ouvrages. Donc, moi, ça a été comme le début pour moi de mon travail. Puis, quand lui me disait, c'est un Montréalais, tu sais, anglophone, avec une femme francophone, donc très francophile, puis il m'expliquait, bon, moi, je suis allé dans le sud des États-Unis, rencontrer tous les premiers de la musique rock'n'roll, les premiers de la musique rockabilly, tu sais, avoir tous leurs témoignages. Je me suis dit, OK, ben là, il faudrait faire ça au Québec. Il faudrait aller rencontrer ces gens-là, parce que là, lui, c'est bien le fun d'aller aux États-Unis, puis si ce travail-là est fait, mais encore faudrait-il qu'ici, au Québec, on soit au courant de qui sont ceux qui ont été les pionniers du rock'n'roll. Je me suis lancé là-dedans, dans ces entrevues-là, et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y en avait plusieurs de ces pionniers-là qui venaient de l'Abitibi-Témiscamingue et qui venaient de Rouyn-Noranda. J'ai commencé à parler avec des connaisseurs du style rock'n'roll, de la naissance du rock'n'roll au Canada. Ils m'ont parlé de Jimmy James, notre Jimmy James, qui avait enregistré les disques de rock'n'roll. Ils m'ont donné plusieurs autres noms, Marcel Saint-Jean, de Jitters, puis Tijan Bernier, de je sais pas trop quoi. C'est une sorte de noms comme ça, puis des gens bouchés qui faisaient un petit peu de rock'n'roll avec de l'accordéon dedans, puis Willie Lamotte qui a fait à un moment donné un peu de rock'n'roll, rockabilly, puis là, ben, vu que lui il avait un style très précis, ben, ils ont appelé ça du rockabilly. Parce que c'était Willie Lamotte qui le faisait, puis il y a vraiment des historiens de la musique qui considèrent que cette musique-là, ben, c'est ça. Puis dans l'orchestre de Willie Lamotte, c'était Willie Lamotte et ses Cavaliers de l'Est. Ces Cavaliers de l'Est, là-dedans, ben, il y avait un Fernand Thibault qui jouait de la contrebasse, qui est un gars des vins, qui, lui, finalement, se retrouvait à jouer avec plein de monde dans la musique western. Mais le rock'n'roll est arrivé, puis il s'est mélangé avec la musique western. C'est un peu ça qui est arrivé, c'est que le rock'n'roll, essentiellement, c'était. Puis je présente tout ça parce qu'on va arriver au rock'n'roll avec Hal Willis, mais le rock'n'roll était une musique qui existait déjà chez les Afro-Américains, sous le nom essentiellement de Rhythm and Blues. Puis un gars comme Elvis Presley, par exemple, à Memphis, où il y avait une grande communauté afro-américaine, il allait au bar, dans les qui étaient peut-être un peu trop jeunes, on va dire, à côté des bars afro-américains, puis il écoutait ce rythme-là, puis il avait envie de reprendre ça. Puis c'est ça qui a amené finalement. Lui, littéralement, il a pris le son afro-américain, puis il a ajouté du country là-dedans, parce que lui, il venait d'un milieu qui avait la musique country puis la musique gospel. Puis il a mis tout ça ensemble, puis ça a fait Elvis Presley, la naissance du rock'n'roll, puis bon, vous connaissez le personnage. Fait que je me disais, ben, ici au Canada, effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui aient fait ça aussi, il faut qu'on en ait des pionniers de ça. Puis le nom de Hal Willis est arrivé rapidement parmi ces pionniers-là. Et j'ai appris que c'était un gars qui venait de Rouyn-Noranda. Fait que je me suis dit, c'est incroyable, comment ça? C'est quoi cette affaire-là? Puis j'ai commencé à essayer de le retracer, puis j'ai fini par le retracer à Nashville, où il habitait à cette époque-là, puis j'ai commencé à faire des entrevues avec lui, puis là, ses récits étaient incroyables, là, parce que là, tu as quelqu'un qui te dit « Oui, j'ai joué avec Elvis Presley, j'ai fait ci, j'ai fait ça », puis je me disais « C'est-tu vrai? C'est-tu vrai qu'il a joué avec Elvis Presley, ce gars-là? C'est-tu vrai qu'il a vendu 1 million de 45 tours, 1,5 million pour sa chanson de Lumberjack? » Fait que je me suis dit, ben, non, c'est pas parce que je veux pas le croire, mais comme journaliste, il faut que j'aille chercher des faits. Il faut que je réussisse à pouvoir prouver ces éléments-là. Fait qu'effectivement, j'ai commencé à faire des recherches autour de tout ça, avec plusieurs entrevues avec lui, des entrevues avec d'autres personnes, un petit peu de son entourage, puis j'ai réussi à prouver comme pas mal tout ça. Puis c'est un peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui, un peu finalement des archives que j'ai amassées avec les années autour de ce personnage-là. Déjà, je pense qu'on peut parler de l'hôtel Saint-Louis, parce que Hal Willis, bon, lui, il va voir le jour sur la rue Horn, donc juste à côté du terminus, là, littéralement, là, ou peut-être dans le stationnement du terminus, il semblait y avoir un bloc là, dans lequel il a vu le jour. On est au milieu des années 30, sa naissance. J'ai même une petite photo de lui étant enfant avec 2 amis d'école. Vous m'excuserez, là, tout n'est pas en ordre dans ce dossier-là. Mais il y a vraiment des éléments là-dedans qui sont d'une grande richesse. Voilà. 3 School Buddies. Alors, on a notre Hal Willis qui est au milieu, là, ici, là, avec ses 2 amis d'école. On peut imaginer que ce soit sur la rue Horn, mais quelque part dans les années 40, quelque chose comme ça, dans les années 30. Et vers l'âge de 15 ans, ben, lui, il avait appris un petit peu de guitare, etc. Il va vouloir commencer à chanter. Il aime beaucoup la musique country western qui devient de plus en plus populaire dans les années 40, les années 50. Et comme l'Hôtel Saint-Louis développe à ce moment-là vraiment une spécificité dans la musique western, ben, lui, il va se rendre là souvent pour aller voir les orchestres, pour apprendre des accords de guitare.
Puis, tranquillement, pour commencer lui-même à prendre le tour de chant, etc., même s'il n'a pas l'âge, il y a une espèce d'exception, on le voit qu'il veut apprendre la musique, etc. Donc, il trouve une sorte de moyen qu'il ne va pas nécessairement décrire en détail pour pouvoir apprendre à faire de la musique. Là. Et là, il va rencontrer sa future femme. Elle arrive de l'Ontario. On sait qu'il y a beaucoup de groupes d'Ontario à cette époque-là qui faisaient la tournée de tout le nord-est de l'Ontario, par Kirkland, etc. Puis il se rendait dans l'Abitibi-Témiscamingue, puis un petit peu plus ailleurs dans la région. Donc, il va rencontrer Ginger, qu'on voit ici sur la photo avec lui. Ginger est anglophone. On ne sait pas son prénom, Ginger, mais c'est parce que c'était une rousse, donc tout le monde l'appelait Ginger. Elle joue dans un orchestre familial, tout simplement, avec sa famille. Il va le rencontrer là, ils vont tomber en amour et ils vont se dire, hey, on devrait former un duo ensemble. Donc, ils vont former un duo musical, Hal and Ginger. À ce moment-là, il ne s'appelle pas encore Hal, il s'appelle encore Léonald Gauthier. Le moment où il va adopter le nom Hal Willis, c'est au début des années 50. Parce que on avait quelque chose de très particulier avec tous nos hôtels ici, c'est que ça permettait à des musiciens comme lui, effectivement, d'apprendre le métier, de se professionnaliser, de devenir de plus en plus, d'avoir des sacoches. C'est une grosse coche parce que c'est tous des artistes de Montréal, aussi des États-Unis, aussi d'Ontario qui venaient ici. Donc, les musiciens locaux, ils devaient nécessairement se mélanger avec les meilleurs pour pouvoir développer un talent. C'est leur cas. Eux, puisqu'elle est anglophone, lui n'est pas anglophone, pas tout à l'origine, ne parle pas un seul mot d'anglais, elle va lui apprendre tranquillement l'anglais. Va lui apprendre ce que ça veut dire, ce qu'il chante, parce qu'il apprend des chansons anglophones, mais tu sais, un peu à l'oreille. Tranquillement, il va apprendre tout ça. Ils vont se retrouver avec notre circuit ici, à faire un petit peu les autres salles de la région. Ils vont se faire proposer, tu devrais peut-être aller jouer à Montréal. Okay, ils se retrouvent à faire un hôtel à Montréal. Et là, le circuit de Montréal, lui, est lié avec le circuit du nord-est des États-Unis. Fait que là, dans le nord-est, ils vont se faire inviter à aller faire des spectacles dans le nord-est des États-Unis. Donc, ils vont se retrouver à New York, etc. Et au début, quelque part autour de 53 à peu près, ils se retrouvent à Buffalo. Et là, à Buffalo, il y a un chanteur country qui s'appelle Webb Pierce, qui s'adonne à être dans la salle ce soir-là. Je ne sais pas si vous connaissez Webb Pierce. Mais à cette époque-là, Webb Pierce, c'est une grande vedette de Nashville. Webb Pierce, c'est après Hank Williams, puis Johnny Cash, c'est pas loin dans le top 5 des grandes vedettes country de l'époque. Webb Pierce trouve que ces gens-là ont un talent incroyable. Il leur dit, venez-vous en Nashville, je vais vous présenter du monde, on va vous faire connaître là-bas. Parfait. Ils décident d'aller à Nashville avec Webb Pierce. Ils vont faire la rencontre de Marty Robbins. Marty Robbins, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une grande vedette de la musique country aussi à cette époque-là. Et lui, il y a aussi cette petite compagnie de production de spectacles, puisqu'il y a un certain succès. Finalement, Marty Robbins, il y a aussi sa secrétaire. Puis là, sa secrétaire s'en va. C'est Ginger qui est engagée comme secrétaire de Marty Robbins. Il commence à vraiment avoir le pied dans le monde du spectacle, puis dans le monde de l'industrie. Il se retrouve à Nashville avec tous les contacts. Ce musicien américain-là. Et ça va les mener tranquillement vers autre chose. Et juste avant d'aller là, parce que là, je suis déjà rendu à Nashville, je veux reculer un petit peu pour vous faire entendre leurs premiers enregistrements. T'sais. Après ça, on reviendra vraiment à Nashville, parce que tout ça se passe un petit peu dans cette espèce de période-là où ils passent de Rouen à Montréal aux États-Unis et où ça va très vite pour eux. Là, fait que 1951, ils se retrouvent à être invités à aller enregistrer de la musique dans un studio de radio à Montréal. Et c'est des gens qui lancent une nouvelle compagnie de disques qui s'appelle Rodeo Records, qui veulent se spécialiser dans la musique western, qui les invite à venir enregistrer de la musique. Et je ne sais pas si j'ai l'audio de ça, je pense que oui, parce que en 2012, avec le Festival des guitares du monde, on a pu l'inviter, Hal Willis. Et j'ai pu faire une entrevue avec lui, là, qu'on a en audio. Marty Robbins. Je vais juste vérifier parce qu'il explique à un moment donné comment les premiers enregistrements. On va essayer d'écouter ça ensemble. Vous me direz si vous entendez un peu là, ce qu'il n'est pas. Où est-ce que vous êtes né, puis je vais après ça, vous poser des questions. Je vais vous demander votre premier enregistrement, je vais vous demander après ça, présentez s'il vous plaît. Nous dire d'où est-ce que vous venez et où vous habitez maintenant. Je viens de Rwanda originaire, et puis j'ai fait au Normand, loin. J'ai été à l'école loin, j'ai fait le commencement de ma carrière à loin.
en travaillant dans les petits hôtels connus. Et puis, jusqu'à temps que je rencontre ma femme, Ginger, qui était venue d'Ontario pour jouer à l'hôtel Saint-Louis de Rouen, son orchestre. Et puis, j'avais été introduit à ma femme. Et puis, une affaire a continué d'une affaire à l'autre. Fait que, finalement, on a décidé de se marier. Puis, on a parti ensemble pour Montréal pour aller faire de la musique là. C'est de là que ça a monté. Ma femme m'a très aidé avec mon anglais, puis à composer des chansons, puis prendre soin de ma santé, puis comme voulez-vous. C'est ça qui était mon commencement. Et vous habitez maintenant à l'âge de... Oh oui, ça fait des années que j'étais avec lui, depuis longtemps. J'ai parti de ma femme, ça fait 8 ans, un emploi de 8 ans, Ginger Willis, et puis elle y a passé avec le fameux cancer, puis le monde ne désire pas ça, cette affaire-là, mais tout de même. J'ai trouvé ça très triste. J'ai broyé pour plusieurs mois. Je connais ma danse, et puis son talent, c'est qu'elle m'avait montré dans le film, au commencement, je lui dois tout. Et puis je dois beaucoup à toutes les disc jockeys, le monde radio, qui ont tout fait le possible, même plus, pour m'aider à faire des chart records, comme on dit en anglais, à prendre des hits, à faire des hits. J'en ai eu quelques-uns qui voulaient à peine de parler. Et puis, je ne croyais pas ça dans le temps, c'était lui, je ne croyais pas. Mais finalement, là, je le crois. C'est arrivé. Toutes les questions qui me sont posées. Justement, je vais vous poser une autre retour au début de votre carrière. Les premiers enregistrements que vous avez faits, ça serait en quelle année? Puis c'est quoi les chansons? Oh boy, the only pleasure I'll get tonight is to take off my shoes. They're too darn tight. Ça, c'est une étiquette rodéo qui était, comme on pourrait dire, la possession d'un monsieur Robert Taylor de Montréal. Il était venu voir un de nos spectacles dans un club de Montréal. Et puis, il m'avait demandé si je voulais enregistrer des disques. Je n'avais jamais fait aucun disque. Puis lui, ben, il ne connaissait pas les studios, il les avait bookés pour aller faire le disque. Bobby Haché, justement, est venu sur Fernand Thibault. Donc, vous parlez de Fernand Thibault. Il jouait de la basse à cordes. Il jouait de la basse à cordes. Et puis, il jouait du violon aussi. Paul Ménard jouait du violon, puis il jouait avec les Haché Brothers. Puis, ça a commencé de même. On a fait notre premier disque, le poste radio CFCF. On n'a pas été dans le studio, ils ont donné une chambre puisque les annonceurs donnaient une nouvelle. C'était pas grand. Donc, c'était pas mal d'ouvrage pour placer les instruments à bonne place, parce que c'était comme tout de même, c'est ça qui est notre premier disque. Puis il était assez de succès, que ça nous a fait un bon commencement. Bon, j'arrête cette réponse-là parce qu'il vous explique un petit peu tout ce processus-là. Il va enregistrer 4 chansons à ce moment-là qui vont sortir sur 2 78 tours différents. C'est sorti environ en 1951. Je sais la chanson Wild Living, je vais vous faire entendre, qui est tirée de ces 68 tours-là. C'est la petite ligne qu'il nous a dit tantôt. Là. The only pleasure I'll get tonight is to take off my shoes. They're too darn tight. Pardon? Banjo, par exemple. Ben là, il y a toutes sortes d'instruments là-dedans, là, puis le groupe qui l'accompagne, finalement, ben, c'est les Cavaliers de l'Est de Willie Lamotte, dont je parlais tantôt. Là, il ne s'appelle peut-être pas encore les Cavaliers de l'Est à ce moment-là, mais il y a le violonneux franco-ontarien là, qui vient du nord de l'Ontario, Paul Ménard qui est là. À la contrebasse, on a Fernand Thibault qui vient de notre coin. Et puis, il y a Bobby Haché aussi, le fameux guitariste qui a accompagné Willie Lamotte pendant longtemps, qui joue avec eux autres. Et pourquoi tout ce monde-là, ils jouent ensemble?
parce que ça s'est rencontré à Rouen aussi. Parce que les Haché Brothers, ben, ils jouaient à l'hôtel Windsor. Tout le début des années 50, ils jouaient à peu près de 4 à 6 mois par année, engagés à l'hôtel Windsor. Donc ce monde-là se rencontre ici et après ça, ils continuent à faire carrière le reste de l'année. Fait qu'ils vont se retrouver avec l'espèce d'orchestre de studio de Hal Willis, un peu par défaut. Ça donne que c'est du monde d'ici aussi, en plus, qui sont là-dessus. Fait qu'on est au début des années 50 pour ces enregistrements-là. Wild Living, donc, effectivement. Puis, tu sais, cette espèce d'idée-là de Wild Living, la vie sauvage, ben, ça fait quand même pas mal référence aussi à ici. C'est-à-dire la vie de jobber, hein, la vie de travailler, tu sais, des cols bleus, etc. Parce que ce qu'il nous dit, là, the only pleasure I'll get tonight is to take off my shoes, they're too darn tight. Ça veut dire, le seul plaisir que je vais avoir ce soir, c'est d'enlever mes souliers parce qu'ils sont trop serrés, parce qu'il a travaillé toute la journée dans ses souliers. C'est un peu ça qu'il nous dit. C'est le moment où il va pouvoir relaxer enfin. Fait que, c'est déjà, dès ses premiers enregistrements, il y a une notion régionale qui est là-dedans. Puis ça, je trouve que c'est très, très important de le mentionner, de le souligner, parce que lui, ça faisait partie de ça. Et quand il est dans le studio, le producteur dont il nous a parlé, lui dit, bon, écoute, bon, Léonald, ton nom, là, c'est pas fameux pour devenir un chanteur country anglophone. Léonald Gauthier, il faudrait que tu penses à un nom d'artiste qui serait un peu plus vendeur que Léonald. Fait que lui, il dit, ben moi, j'aime bien Hank Williams. Fait que je vais me trouver un nom, parce que Hank Williams était une grande vedette de la musique country à cette époque-là. Fait que je vais me trouver un nom qui va sonner un peu comme Hank Williams. Fait qu'il pense à ça, puis il dit Hal Willis, Hank Williams, ça se ressemble un peu. Puis sa musique était identique à Hank Williams, là, si vous le connaissez un peu, là, puis écoutez Wild Living, puis Hank Williams à côté, c'est pareil. Il y a eu l'influence de Hank Williams. Un peu, énormément. mais c'est la vedette de l'époque. Puis dans ce qui se rendait ici, sur les ondes de radio, ben, c'était du Hank Williams. Puis Webb Pierce, il sonnait exactement comme ça aussi. Webb Pierce, c'est vraiment, après que Hank Williams, il est mort très tôt, hein? Le Nouvel An, le soir du Nouvel An, 53-54, je me souviens bien. À moins que ce soit 52 à 53, mais je pense que c'est 53-54, il va finir une jambe grosse, puis il est mort de ça, là. Il y avait des grands problèmes avec Williams de consommation, mais tout ça pour dire que après le grand succès de Hank Williams, ben Webb Pierce a un peu pris la relève finalement dans le même style. Bref, notre Hal Willis, oui. Tu parlais de Hank Williams, oui. Lui, il est mort d'un accident de char, je crois. Il est mort dans un auto, mais d'avoir trop bu d'alcool. Ouais, fait ils l'ont trouvé sur la banquette arrière d'un véhicule. Mais c'est parce qu'il avait trop bu d'alcool ce soir-là, puis il en est mort. Et là, ben, il nous parlait de l'hôtel Saint-Louis. Je ne sais pas si vous avez trouvé le petit shaker de l'hôtel Saint-Louis là-dedans. Là, il est supposé en avoir un, en tout cas. Il y en a quelques-uns. Il y en a, c'est ça. Fait que, je ne sais pas si tout le monde les a vus. Oui, on a fait le tour. Oui, ok, parfait. Ben là, j'ai ici un petit carton d'allumettes de l'hôtel Saint-Louis. Là, fait que, de cette époque-là aussi. À l'époque où notre cher Léonald commence sa carrière. Alors eux, ben là, ça devient de plus en plus gros à Montréal. Hein. Ça commence à vraiment bien fonctionner. Comme je vous le disais, il sort ses 2,78 tours autour de 1951. De plus en plus, ils se font connaître. Hal and Ginger. Je vous fais passer aussi une photo d'eux autres un petit peu plus tard, là, Sims Records. C'est dans le motel Henri. C'est incroyable. Hein? Non, mais tu sais, le nombre d'hôtels qu'il y a là-dedans, c'est merveilleux. J'adore ça, pouvoir vous montrer ça ce soir. Fait qu'il se retrouve à Nashville, comme je vous le disais. Il a enregistré ses disques ici, puis là, ben, il veut continuer sa carrière. Webb Pierce les amène à Nashville. Là, on est autour de 1954-55 à peu près. Et à Nashville, ben, ce Marty Robbins, dont je vous parlais, ou finalement Ginger, comme vous allez voir sur la photo, est la secrétaire de Marty Robbins. Marty leur dit, je vais vous présenter le Colonel Parker. Le colonel Parker, c'est le gérant d'Elvis. C'est aussi le gérant d'un Canadien qui est extrêmement populaire à cette époque-là. Et c'est plutôt pour cette connexion canadienne-là qui va les présenter. Le colonel Parker est aussi gérant de Hank Snow. Puis Hank Snow est extrêmement populaire à cette époque-là. Lui, il vient des Maritimes. Il est installé à Nashville. Il connaît un grand succès. Fait que c'est plus en disant, vous êtes des Canadiens, lui aussi c'est un Canadien, vous allez bien vous entendre. Peut-être que le gérant, ça va l'intéresser de travailler avec vous autres. Fait que c'est Marty Robbins qui fait cette espèce de connexion-là entre tout le monde. Puis le colonel Parker, il leur dit, ben moi j'aime bien ce que vous faites, j'aimerais ça vous proposer de faire une petite tournée avec mon protégé, il s'appelle Elvis Presley. Il était pour Sun Records depuis 2 ans, mais là on est rendu en 1956, puis il vient de signer avec RCA Records, ça risque de vraiment exploser son affaire, ça va être bien populaire. Fait que les autres disent, ben, pourquoi pas, ça nous ferait plaisir de faire une tournée. Alors,
pour vous placer les choses là, dans l'ordre dans lequel ça s'est passé, Elvis Presley enregistre sa première chanson pour RCA Records, qui est Heartbreak Hotel, en janvier, le 10 janvier de 1956. Le disque va paraître le 27 janvier de 1956 et il va atteindre le numéro 1 des palmarès américains en avril de 1956, fin avril 1956. Donc, de fin janvier jusqu'à la fin d'avril, le disque de Heartbreak Hotel de Elvis Presley ne fait que gravir les échelons du palmarès et devenir de plus en plus populaire. La tournée de Hal Willis et Ginger avec Elvis Presley se passe au cours du mois de mars 1956. Exactement dans cette ascension de popularité d'Elvis Presley où ça explose pour lui. Alors, c'est pas simplement d'avoir fait la première partie d'Elvis Presley qui est impressionnant, je trouve, mais c'est de se dire qu'ils ont vécu ce moment-là d'explosion avec Elvis Presley, d'explosion de popularité du rock'n'roll, de voir que de ville en ville, il y avait de plus en plus de gens qui se présentaient dans les spectacles et que c'était vraiment particulier pour eux, donc de vivre tout ça. Et de voir un Elvis là-dedans qui est encore un genou, qui est tout à fait sympathique avec eux. Je peux peut-être vous faire entendre un petit bout d'entrevue avec Hal Willis, justement sur Elvis Presley. Je lui ai demandé de m'en parler, là, puis vous allez voir, c'est assez particulier d'avoir ces souvenirs-là. Et puis là, ben, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Parce que là, ben, dire chanter le Love Sick Blues, à la peur faudrait que je recommence à chanter souvent, là. Ça prendra pas de temps. C'était un seul lien numéro 2. Ouais, il y avait du monde qui me disait ça, je chantais exactement. Oh, c'est ça, il dit à quel point il ressemblait à un Un guitare, ben, ça aide, un collier, mon idole. Un autre vedette que vous avez côtoyé, c'est Elvis Presley. Oui, C'était comment de jouer avec Elvis Presley? On avait travaillé avec Hank Snow, fait des tournées de Smelling Lumber. Et puis, il m'appelle une journée, Hank, il dit, il dit, would you come to my house, but tu viens me voir chez nous? Ben oui, on va passer l'après-midi là. Je passe là, puis il dit, comment ça t'aimerais ça de travailler avec Elvis Presley? Ben, il dit, wow! Il dit, il va pas être fougasse, tu sais, comme de manière qu'on se passe, nous autres, en québécois. Il dit, non, il m'a envoyé voir le colonel. Colonel, ça c'était le gérant, Presley. C'était le gérant de Hank Snow aussi. C'est Hank Snow qui nous fait rentrer là. Là, ils m'ont fait un offre, peut-être moi et ma femme, pour aller travailler avec Elvis Presley pour quelques tournées, pour aider l'élèvement, là, parce qu'on a pas mal de trains, moi, ma femme, tu sais, de dire c'est pour réveiller le monde, je ne sais pas. Mais ils les ont réveillés, puis par après, puis ils ont gardé réveillés, oui, big time. Fait qu'on a eu le plaisir d'aller faire de plusieurs journées, là, de voir des shows avec Elvis. Il était très gentil. Vous attendez toutes sortes d'histoires, mais Elvis était un grand cœur de gars. Et puis il était très aimable quand tu parlais avec, là. Et puis, tu sais, il veut dire, tu voulais lui parler, là. Oui, là, tu sais, bien gentil. Très gentil. Il n'a pas besoin de ça. Il aurait pu être. C'est une autre manière qu'on n'aime pas. Mais non, pas dans mon temps toujours. Avec ma femme, il disait matin pour aider, puis nous aussi, puis on a tourné plusieurs petites tournées, là, pas. Mais les autres, dans le temps, la raison que le colonel m'avait demandé si on voudrait travailler, c'est parce qu'il dit que ça relevait l'entrain un peu par rapport à la sorte d'acte qu'on faisait, nous autres. Qu'est-ce que vous faisiez comme? Ben, on chantait différentes chansons, mais les affaires de Lumberjack, elle l'avait composé, mais on ne l'a pas fait enregistrer encore. Fait que là, on en chantait avec là, quasiment tous les shows. Et puis, le monde est criant, il aimait ça. Fait que ça m'a dit quoi, là? On a pas mal appris que le Lumberjack sera pas trop loin, mais ça a encore appris que Canem en fait sortir. J'ai déjà entendu une histoire comme quoi qu'Elvis, il aurait fait utiliser votre guitare en show, quelque chose comme ça. Oui, puis il me l'avait graffiné. Il avait graffiné un Martin de D28, et puis il me l'avait graffiné. Fait qu'il m'a dit, je t'arrange ça, t'inquiète pas. Ben, finalement, ça a été fait. Je gardais la guitare pas longtemps, parce que je veux dire qu'ils me disent que l'avoir gardé, que ça voudrait beaucoup d'argent par rapport à Elvis a joué.
Ben, seulement venu changer. J'ai décroché une autre. Donc, une anecdote quand même intéressante, dans un spectacle, Elvis a cassé une corde, puis il a dit « Passez-moi une guitare à quelqu'un, j'ai une corde de cassée », puis Hal Willis dit « Ben, prends ma guitare », puis Elvis il a joué avec, mais il a graffiné la guitare avec sa boucle de ceinture, en arrière de la guitare. Et pour eux, la Martin D28, comme il dit, ben, c'était une guitare, c'est quand même de luxe à cette époque-là. Elvis qui dit qu'il va remplacer sa guitare, ou en tout cas réparer la graphine, ça s'est jamais fait. Cette guitare-là aujourd'hui est où, on ne sait pas, malheureusement, mais j'aimerais bien ça pouvoir le savoir. Tu sais, pouvoir voir ça, la graphique faite par Elvis sur la guitare de Hal Willis. Puis au travers de ça, je ne sais pas si vous avez noté, mais il a dit on jouait le Lumberjack. Alors, on va y revenir dans quelques instants, mais c'est intéressant de voir que cette chanson-là, déjà à cette époque-là, 1956, elle existe, puis elle chante, puis il va l'enregistrer plus tard, et ça va devenir son plus grand succès. Mais là, on est encore en 1956, c'est l'explosion du rock'n'roll, comme je vous expliquais tantôt, et Hal Willis, ben là, lui, il n'est pas niaiseux, là. Il voit bien là, que c'est le rock'n'roll qui est en train de lever, puis que Elvis Presley, c'est avec le rock'n'roll que ça se passe, puis les autres, oui, ils mènent du train, comme il dit lui-même avec sa femme, mais c'est de la musique western qui joue. Alors, s'ils veulent être en mode, ben, il va falloir qu'ils jouent du rock'n'roll. Et c'est là où il va arriver avec un 45 tours qui va être lancé avec Atlantic Records. Ça va sortir au début de l'automne 1956. Donc, on peut s'imaginer qu'il l'a enregistré probablement, si en mars, il est en tournée avec Elvis, probablement qu'après ça, il se dit, bon, ben, je vais commencer à composer des affaires qui vont sonner un petit peu comme Elvis. Puis là, ben, il va arriver en studio éventuellement peut-être à l'été, parce que si je me souviens bien, c'est ça que j'ai vu comme donné. À l'été 1956, il va enregistrer, et par le temps que la compagnie sorte la chanson, ben, là, j'ai le 45 tours ici, là, il est autographié d'ailleurs quand je l'avais rencontré. Mais sa chanson va sortir à l'automne 1956. C'est quand même tôt dans l'histoire du rock'n'roll, oui. Justement, à quelle année il est né? L'année exacte, c'est 33 ou 35, il faudrait que je vérifie mes affaires, là, mais 33 ou 35. Ouais, fait que ça lui donne une vingtaine d'années, un petit peu plus que ça. Début vingtaine à ce moment-là, fait que jeune et plein d'entrain. C'est l'année jeune. 35-36, c'est ça? Chose de même, j'ai comme 35 en tête, là, mais c'est ça, c'est dans ces eaux-là. Au milieu des années 30, en tout cas. J'aurais dû vérifier la date exacte avant de présenter le Donc, on est avec sa chanson qui sort sur Atlantic, et là, ben, il fait partie effectivement des pionniers de la musique rock'n'roll à ce moment-là, parce qu'il n'y en a vraiment pas tant que ça. Bon, ici on voit une copie du 45 tours, mais des gens qui chantent du rock'n'roll à cette époque-là, il n'y en a pas énormément. Et lui, ben, il se présente parmi les premiers. Et aujourd'hui, ben, cette chanson-là, et My Pink Cadillac, puis Bop-a-Dee, Bop-a-Doo de l'autre côté, sont reconnus par les maniaques de rockabilly, parce qu'il y en a un peu partout sur la planète, en Europe, aux États-Unis, au Canada, etc. Cette chanson-là est reconnue comme parmi les premières, parmi les chansons importantes du début du rock'n'roll et du début du rockabilly. Et il y a même une petite initiative, j'ai partagé cette photo-là sur Facebook aujourd'hui. Je sais pas si je la retrouve là. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, notre Hal Willis, là, les lumières sont un peu là, mais on ne voit pas bien sur l'auto. Mais littéralement, ils ont pris une voiture sur laquelle ils ont écrit My Pink Cadillac, Hal Willis. Puis là, on a même, il est écrit ici le Atlantic Records. Puis ça a été comme l'initiative de promotion, là, autour de notre écrit My Pink Cadillac ici avec un K. Et en dessous, ils ont écrit Cadillac avec un C pour être sûr. Hal Willis. Puis là, ben, lui, il est en avant de l'auto, là, ici. Là, on ne voit pas très bien. Mais en 1956, donc, Atlantic Records essaie de mettre le paquet là-dessus. La vérité, c'est que c'est pas un grand succès. C'est pas un grand succès ni pour lui, ni pour personne. Hal Willis va quand même continuer d'essayer dans le rock'n'roll à cette époque-là. Il va être engagé par différents studios pour enregistrer des reprises de rock'n'roll. Ici, j'ai 45 tours. C'est des espèces de 45 tours à budget sur lesquels il mettait plein d'artistes, plein de reprises de succès. Selon ce que tu avais écrit, oui. Il était décédé, tu as dit qu'il est né en 1933. Oui, il est né en 33? Selon ce que tu avais écrit dans le texte. Bon, ok, ben c'est ça, fait qu'en 33, selon ce que j'ai écrit dans le texte. Alors, ces 45 tours-là que vous allez voir passer, mais ça, c'est des espèces de compilations où il faisait rentrer des artistes en studio, puis rapidement, c'est un peu comme faire de la saucisse. On dit, OK, enregistre le succès du jour, puis là, on va mettre ça, ça va coûter vraiment pas cher. Oui?
La tune qu'il a jouée tantôt, là, Oui, My Pink Cadillac. je trouvais que le vocal ressemble beaucoup à Buddy Holly. Ah oui, ben c'est ça. Oh oui. Puis, Tu parlais de rockabilly oui. tantôt? Buddy Holly, là, pour moi, c'est le génie du rockabilly. C'est le génie de cette époque-là. Tu sais, les Beatles, pas pour rien, qui ont pris aussi quand même pas mal de tunes de Buddy Holly, c'est qu'il était même déjà en avance dans ses arrangements, il était même déjà en avance dans sa conception de la musique, dans sa conception du rock. Lui, il a amené aussi, tu sais, la formule band. Puis les Beatles se sont appelés Beatles parce que Buddy Holly, son groupe, c'était les Crickets. Fait que, tu sais, il y avait comme Buddy Holly and the Crickets, ben les Beatles, eux autres, se sont dit, lui, ils ont pris un autre débit, ben nous autres aussi, tu sais. Fait que c'était un peu ça l'idée, tu sais, fait que littéralement. Ça vient de là. Il faisait ses propres tunes. Oui, absolument, c'est ses compositions, puis Hal Willis aussi, c'était ses compositions, tu sais. Il lui composait beaucoup, Hal Willis, puis avec Ginger. Puis ça, c'est important de le mentionner aussi parce qu'il va se mettre à composer pour d'autres mondes aussi, éventuellement, tu sais. Puis c'est pas juste... C'est peut-être ses plus grands succès, oui, le Lumberjack, mais il y a eu des succès pour d'autres gens aussi qui ont enregistré de ses chansons, dont Patsy Cline, qui est une des plus grandes chanteuses country. Puis puisqu'on je suis rendu là, mais je peux peut-être faire entendre son petit récit de comment il a travaillé avec Patsy Cline. Ça, c'est moins connu un peu, mais tu sais, quand tu es dans l'industrie du disque à Nashville, ben, c'est un peu ça. Il était bien placé dans l'industrie du disque, tu sais. Je vais vous faire entendre son petit récit sur comment ça a été de travailler avec Patsy Cline. J'ai ça dans le petit dossier. Hal Willis, le complet, Patsy Cline. Voilà. Les Robins, c'est le secrétaire. Et puis moi, ben, je couroyais pour les records. Je faisais de l'ouvrage pour différentes personnes. Anyway. Ben, donc, ce qui est arrivé, là, Jean Gaucher. Qu'est-ce qu'il y a dans l'entrevue? La femme de monsieur C'est- Ah oui, oui. Ça fait qu'elle m'appelle, elle dit « Ah, elle dit « Hello, comment ça va? » Fait qu'elle dit Ah, excusez. Avant l'anecdote de Patsy Cline, il y en a une sur Hank Williams Jr. Hal Willis dit que c'est lui qui a montré de la guitare à Hank Williams, a joué de la guitare à Hank Williams Jr. Ça demeure à vérifier là, à quel point c'est vraiment lui, mais plus son anecdote, puis ça va nous amener à Patsy Cline. Elle dit « Pourrais-tu me faire une faveur? » Je dis « Oui. » Je disais que je la connaissais à peine, elle, là, mais son mari, je ne la connaissais pas. Je dis « Certainement, si c'est possible. » Elle dit « Mon petit gars, elle dit, il me disait, je le disais, elle dit, on l'a appelé Hank Junior. Bon, j'ai pensé que ça serait ça aussi. Elle dit, tu pourrais pas venir, elle dit, à la maison pour lui montrer quelques accords sur la guitare. Ben, je dis, ben, certain, pas certain. Quand je l'ai passé là, où il était peinté un mois, le temps que je m'en tous les jours. Puis à mon cas, aujourd'hui, ça va être G. Ben, je lui montre G. G, c'est l'accord de sol. M'en allais. J'ai cru que ça sympathie. Dans le même, je lui montrais ci. J'ai montré des accords. Vous avez montré des accords de guitare à Hank Williams Jr. Ah, ben c'est moi qui l'ai montré. Wow. Ça, tu peux te vanter de ça si tu veux, là. Me vanter, Vous vendez de ça, ben ça. c'est bien trop vrai. Ouais. Fait que là, il n'a pas fait un gars qui joue des accords, là, il en joue. Il joue à guitare, puis il a bien chanté, puis il a fait des gros hits, puis très bon. J'ai dit, regarde tout le temps ta chanson. Faut que ça soit quelque chose de spécial. Je lui ai dit, t'écoutes les chansons de ton père. Oh, il dit oui, c'est beau. Il faut que tu te pratiques à faire parler avec lui. Puis si t'en as du sang de lui, tu vas continuer à patendre. Ton père, c'est ça qu'il voudrait. Ça fait qu'il n'a pas conclu exactement aussi grosse que son père, mais il a fait une grosse. Fait des groupes. À quel point Hal Willis est-il responsable de la carrière de Hank Williams Jr.? Si on se fie à ce qu'il nous dit là, c'est quand même spécial, là, ce qu'il nous raconte là. Il y a probablement beaucoup d'autres incitatifs à ce que Hank Williams Jr. devienne populaire. Ma foi, il faudrait que je lance mon ordinateur. On a-tu de l'électricité pas loin? OK. Peux-tu ton fil? Oui, juste ici. Tiens, peut-être le pompier, là, puis on a une petite bloc ici pour pouvoir le brancher. Merci beaucoup. En tout cas, moi, quand il m'a raconté ça, j'en suis tombé en bas de ma chaise. Je me disais, c'est vraiment quelque chose, parce que Hank Williams Jr., ça a été aussi une énorme vedette de tout le star system américain qui a représenté la musique de Nashville pendant longtemps. C'est ça.
Moi, je trouve ça vraiment particulier. J'essaie d'avancer un petit peu plus loin pour trouver ces anecdotes avec Patsy Cline. Elle arrive à la fille de Molly Robbins, une bonne après-midi, on connaît ça très bien. Puis elle dit, tu montes, elle dit, dans le Wisconsin, là, je crois, là. C'est Patsy Cline qui fait un show. Quand elle dit, j'ai entendu dire, toi, puis Ginger, il va aussi. Je dis, oui. Elle dit, je pourrais-tu embarquer vous autres dans le char? Parce qu'elle dit, moi, je prends mon char, puis elle est là toute seule. Elle dit, non. Je dis, embarque avec moi, je vais pareil. Elle embarque. Là, on commence à parler de sa chanson, Walking After Midnight, qui est un gros hit de le temps. Puis là, on faisait jouer le radio, puis ils l'ont fait jouer 3-4 fois sur le poste. Elle s'en arrière de moi, là. Puis en me donnant des claques dans le dos, en me posant des questions, tant comique, moi, me faisait rire. Et puis, fine, très intelligente. Puis, ça fait que j'ai dit, moi, j'étais en train de chauffer, puis je ne pouvais pas me virer trop, mais je lui parlais, là. J'ai dit, sais-tu, moi, puis Ginger, là, ma tante passait en avant avec moi. Puis on a composé une chanson, puis je ne sais pas si c'est. J'ai dit, toi, t'as enregistré l'affaire Walking After Midnight. J'ai dit, nous autres, on a composé une Walking Dream. Elle dit, oh boy, elle dit, j'aime le titre, hein? Elle dit, pourrais-tu la chanter? Je dis, j'ai pas les mots, moi, je me chante ça en chauffant, n'a pas de guitare, rien. Fait que là, je chante là. A walking dream, I dreamed about you. Là, elle dit, en me tape sur l'épaule, elle faisait ça comme un homme, en me donne une claque sur l'épaule, je pensais de passer au travers de la porte. Fait que là, quasiment avec une break, mais tu capes là. Fait que dans ma tête, tu sais, fait que j'ai dit, what are you slapping me for? Là, elle arrive. Elle dit, je te donne la bonne nouvelle. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, je l'enregistre en venant à Nashville. J'ai dit, arrête-toi là, il n'est pas sérieux. J'ai dit, non, je l'enregistre. Bon, ben, je me chicanerai pas à coup de poing pour ça, là. Enregistre-la. Elle dit, je veux que tu viennes à la session. Ou à la session. J'ai dit, OK, moi, y aller certain. Fait que, là, la journée qu'elle enregistrait, ben, moi, je rentrais quand je suis là au studio, là, parce que j'enregistrais moi-même au même studio, je me connaissais. J'ai dit, ben, elle veut que je vienne ici. OK, on rentre là, puis elle chante la chanson qu'elle apprend à pratiquer avec la caisse, pour son arrangement, elle. Fait que là, ben, elle s'est crazy dream, walking dream. Je voyais qu'elle étudiait quelque chose. Fait que là, ben, je m'approche du micro, je dis, veux-tu que j'aille au micro, puis je parlais une minute. Elle dit, oui. Fait que l'orchestre arrête de jouer, puis je m'en vais au. Là, les femmes, pour l'enregistrement, pas que ma voix embarque là-dedans. Fait que là, ben, je lui parle, là. Quand un peu, j'ai dit, quand tu arrives à Walking Dream, là, j'ai dit, tu pourrais pas grâler un petit peu, parce que moi, j'avais grâlé Lumberjack qui a fait un hit. Ben, elle dit, pas comme toi, là. Ben, tu sais, comme tu faisais avec Lumberjack, là. Mais non, mais tu peux-tu dire, Walking Dream? L'attaquer? Ah, ben, ça devrait. Ben, et elle l'a attaqué russe. Ben, ça ne pourra pas être mieux. Je vous la ferai pas jouer, là, mais si vous avez le temps, vous avez le goût, allez écouter Walking Dream de Patsy Cline et on l'entend vraiment dans la chanson faire un Walking Dream, tu sais, l'espèce qui dit growler, au niveau de la gorge, là, vraiment, qu'on va adopter un ton plus rauque, là, ben, on l'entend dans la chanson littéralement. Ça vient de Hal Willis et c'est sa composition aussi, tu sais, 45 tours, puis tu vois vraiment le nom Willis et Willis finalement, parce que c'est Hal Willis, Ginger Willis, ils faisaient toutes les chansons ensemble. Donc, Patsy Cline, c'est une des plus grandes vedettes aussi de l'histoire de la musique country à Nashville. Donc, de voir qu'ils ont travaillé ensemble comme ça de près, c'est assez impressionnant de le constater. Et là, il nous dit que le Lumberjack était rendu un succès à ce moment-là. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est qu'effectivement, au début des années 60, alors que le son de Nashville est en train d'exploser à ce moment-là, là, parce que Nashville, c'est vraiment à partir des années 60 que ça devient la capitale de la musique country aux États-Unis. Lui, il va se retrouver au centre de ça et en faisant sa chanson de Lumberjack. Il nous reste une dizaine de minutes? Parfait. Oui, sans problème. Il va enregistrer sa chanson de Lumberjack qui traîne avec lui depuis longtemps et ça va devenir immédiatement un immense succès. Et ils vont carrément, et vous allez reconnaître son manteau, là, et là il va se retrouver sur le dessus des magazines de country, que vous avez Country Roundup.
Il est avec son manteau. Est-ce que vous êtes capable de l'identifier, ce manteau-là? Exactement. J'ai vu une photo couleur après-midi. Oui, hein? Ben, c'est ça. Sur le site Internet, tu peux voir les chansons qu'il faisait là, pour me déniaiser. Bon, pour connaître un peu son matériel musical. Puis j'ai vu la photo couleur avec les couleurs typiques de la Bible. Fait que ça devient, là, avec les couleurs typiques de la Bible, et avec ce costume-là, là, vraiment, là, son espèce de marque de commerce. Hal Willis devient reconnu comme étant le gars, le lumberjack. Et là, ben, de quoi qu'il nous parle dans The Lumberjack? Il nous parle de sa vie en Abitibi aussi. Parce qu'ici, il avait été aussi, avant de connaître le succès en musique, ben, il avait été un peu, comme il appelait, un jack of all trades, là, qui faisait un petit peu tous les jobs. Il travaillait un peu à mine de Nord-Métal. Puis il a travaillé un petit peu comme bûcheron. Puis il a appris un petit peu de toutes sortes d'affaires de même. Fait que c'est en faisant sa chanson en ayant travaillé dans le bois qu'il s'est dit, ben, je vais faire ma chanson sur le Lumberjack. Et là, il y en a 1,5 million de copies qui sont vendues aux États-Unis de la pièce de Lumberjack. On est au début des années 60. Ça devient un immense succès. Et éventuellement, ben, il va la traduire en français aussi, parce que là, lui, il a encore son public ici. Parce que dans ce temps-là, ben, lui, il se promène quand même. Il revient ici à Montréal, mais il revient aussi à Rouen. Puis il revient une fois de temps en temps, jouer ici. Fait qu'il va la faire en français. En français aussi, ça va faire école. Fait que ça va devenir très, très populaire. Et avec tout ce succès-là, ben, il va se retrouver à aller jouer à la plus prestigieuse émission de radio des États-Unis qui s'appelle le Grand Ole Opry à Nashville. Le Grand Ole Opry, c'est une émission de radio qui a commencé à la fin des années 20 et qui perdure encore aujourd'hui. Ça n'a jamais arrêté. C'est la plus longue, l'émission de radio, à peu près la plus longue de toutes, qui n'a jamais arrêté, là, finalement, là, qui a la plus grande durée de vie de toutes les émissions de radio. Et jouer au Grand Ole Opry dans la musique country, c'est la plus grande consécration qu'il n'y a pas. Willie Lamotte, dans sa vie, ça a été à peu près son plus grand rêve de faire le Grand Ole Opry. Et ça a tout pris pour qu'il le fasse à un moment donné dans les années 70. Là. Pour lui, quand il est arrivé, ça a été le plus beau moment de sa carrière. Pour Hal Willis, ça s'est fait dès le début des années 60. La photo qui passe là, ben, c'est après une de ses prestations au Grand Ole Opry. Il est avec les Louvain Brothers, Charlie et Ira Louvain. Ça vous dit peut-être rien. Ici, mais aux États-Unis, c'est des grandes vedettes. Et les autres musiciens qui sont autour de lui, ben, c'est les musiciens de Johnny Cash, le Tennessee 3. Ils ont été le Tennessee 2 à un certain moment donné. Johnny Cash n'est pas là, mais Johnny Cash était là aussi ce soir-là. Il n'est juste pas sur la photo. C'est une photo qui se prend backstage du Grand Ole Opry après qu'il y ait joué. Et non seulement ça va bien au Grand Ole Opry, mais il se fait proposer de faire des tournées des États-Unis du Grand Ole Opry, parce que le Grand Ole Opry passait avec des artistes, ceux qui choisissaient, ils pouvaient partir en tournée un peu partout aux États-Unis. Il venait au Canada aussi. Il y a eu des tournées du Grand Ole Opry qui sont passées à Rouen, entre autres, à une certaine époque. Puis Hal Willis a fait partie de ces artistes-là qui... C'est dans les plus grands artistes western, country western, de l'histoire des États-Unis. Là, il y a tellement de photos que je pourrais vous montrer. Vous le voyez ici, là, habillé plus en cowboy, étant plus jeune, c'était avant l'époque du rock'n'roll. Je vais vous montrer des découpeurs de journaux qui nous prouvent qu'il a joué avec Elvis Presley. Okay? C'est dans sa tournée de 1956. Alors ça, c'est une découpeur de journal. Le 22 mars 1956, Elvis Presley. Et là, je ne sais pas si vous voyez ici, là, en dessous, ce que j'ai. C'est peut-être difficile à voir. Il y a écrit Al, A-L, and Ginger. Okay? Donc, il est en première partie d'Elvis Presley à ce moment-là. Okay? Je vais vous en montrer d'autres comme ça. Un article dans lequel ils sont mentionnés aussi. C'est une autre découpeur de journal. Peut-être que celle-là va nous permettre de mieux voir un petit peu. On voit Elvis, In Person, Tonight Only, 8 p.m. Elvis Presley, RCA Victor, New Singing Sensation, parce qu'il vient juste de commencer avec RCA Victor. Et voici tous les gens qui jouent avec lui, dont Hal and Ginger. June Carter. June Carter aussi, merci de le souligner. C'est ça, qui va devenir la femme de Johnny Cash. Et qui vient de la famille Carter, qui sont... Ben Carter, c'est ça. Puis la Carter Family, c'est eux qui ont lancé la musique country western aux États-Unis. Okay? Dans les années 20, à peu près au moment où le Grand Ole Opry va commencer, eux arrivent avec des chansons comme Wildwood Flower, des trucs comme ça, puis c'est vraiment parmi les pionniers de la musique country western. Donc c'est pas juste Elvis Presley, c'est aussi la Carter Family avec qui ils jouent. Ils ont joué avec la royauté de la famille country. Ici, littéralement, justement, dans cet article-là, on parle de June Carter avant de parler d'Elvis Presley. Puis June Carter s'en vient en ville parce qu'il y a des gens qui étaient un peu plus puritains, puis Elvis, c'était moins leur affaire. Ouais. Oui, puis aussi, c'était deux couples musiciens comme June puis
puis Johnny, éventuellement. Lui, puis Ginger. Absolument, c'est vrai. Puis peut-être, sait-on jamais, peut-être qu'ils se sont inspirés de cette formule-là. Puis, fait que là, on en a quand même plusieurs, des découpeurs de journaux comme ça. Puis ça, je suis content d'avoir réussi à les ramasser avant que ce site-là disparaisse. Mais ça vient du site de Scotty Moore, le guitariste d'Elvis Presley, qui lui gardait en archive toutes les affiches, les publicités de spectacles qu'il avait faites avec Elvis. Il avait mis ça sur son site internet, puis en fouillant sur son site web, que j'ai réussi à trouver les publicités des shows, donc qui sont encore Hall and Ginger, encore une fois. Les Blue Moon Boys, ben, c'était le groupe qui accompagnait Elvis Presley, là, de Scotty Moore. Donc c'est de ce site-là que ça vient, là, toutes ces découpures-là. Fait qu'il va faire plusieurs spectacles comme ça, c'est sur la côte est américaine en 1956, comme je vous disais. J'étais très content de réussir à trouver ces preuves-là, parce que, tu sais, tu peux dire, j'ai joué avec Elvis Presley, mais OK, mais c'est sont où, comment je fais moi, pour étayer ça, là, des faits comme ça? Ben, là, on a la preuve. On a des découpures de journaux d'époque où on le voit, tu sais, qui était effectivement le opening act, comme on dit. Et ben, sa carrière va continuer, mais il ne va jamais connaître encore un grand succès comme The Lumberjack. Je ne dirais pas que ça s'est éteint, je dirais que ça a été suffisant pour lui pour mener sa carrière avec ça. Tu sais, il a roulé sur ça pendant longtemps. Puis après que ça a été traduit par lui-même en français, ben, ça a aussi été interprété par Paul Darèche en français à la fin des années 70. Y a-t-il une date là-dessus? Je ne suis pas sûr. En tout cas, on voit le crédit à Hal Willis. Parfait. Fait que notre Paul Darèche va la faire en français et lui va la repopulariser auprès de toute la scène country et western. Puis je ne sais pas si ça vous le saviez, mais Richard Desjardins l'a enregistré, le Lumberjack, en duo avec Paul Darèche. Ah, mais c'est en français, ça? Oui, c'est en français. C'est inspiré de la version française, parce que tantôt, là, on a passé 33 tours, là, où il y a la version française, le Lumberjack. Au début, il l'enregistrait en anglais, puis là, pour notre public ici, ben, il l'a fait en français. Puis Paul Darèche, à la fin des années 70, il a repris sa version en français, la même version de Hal Willis. Les gens ont commencé à associer le Lumberjack à Paul Darèche, et non pas à Hal Willis. Fait que quand ils sont allés en studio, Richard Desjardins et Paul Darèche, dans la tête de Richard Desjardins, ils s'en allaient pas enregistrer une toune de Hal Willis. Il a enregistré une toune avec Paul Darèche qui parlait de bûcheron, puis vu que son père avait été travailleur forestier, Richard Desjardins, ben, ça avait un écho pour lui, puis il trouvait ça bien intéressant. Puis après ça, Richard Desjardins, il a appris, puis il a mes recherches. C'est lui qui m'a dit ça, pour ça je suis comme un peu, waouh, c'est incroyable, mais il a mes recherches, il est venu me voir, puis il m'a dit, toi, tu m'as appris des affaires. Tu m'as appris que Hal Willis, c'est un gars de chez nous, puis tu m'as appris que la toune que j'ai chantée, ben, c'est une toune d'un gars de Rouen. Fait qu'il dit merci de m'avoir appris. Quand Richard Desjardins dit quelque chose de même, j'en ai encore le cœur qui me donnait des frissons, là, juste à le dire. Là, c'est vraiment quelque chose. Oui. Tu devrais entendu la toune de Tex Le Corps, le dernier des vrais. Oui. Je trouve que c'est inspiré pas mal de ça. Ça se peut aussi, ça se peut tout à fait, parce que, tu sais, ça, le dernier des vrais, lui, Tex Le Corps, il est dans la deuxième moitié des années 60. Les années début 60, 33 environ. OK, bon, ben, fait que, tu sais, c'est à peu près dans ces époques-là, à l'époque où il y a eu son gros succès avec ça. Peut-être que ça a été aussi... Le vocal est semblable. Ben, c'est ça, parce que Hal Willis, il arrive aussi justement avec un vocal comme... Tu sais, il y a comme une espèce de... Là, tu sais, c'est quelque chose de spécial. C'est ça qu'il a essayé d'insuffler aussi à Patty Klein, hein, quand on disait tantôt, de dire, tu sais, essaie d'amener cette affaire-là. Fait que notre Hal Willis va venir nous voir quand même souvent, puis jusqu'en 2012, où on a pu l'amener au Festival des guitares du monde, j'ai pu l'interviewer, puis j'en suis encore très heureux aujourd'hui d'avoir parlé à cet homme-là, puis d'avoir pu récolter certains de ses souvenirs, puis pouvoir les partager là, parce que c'est d'une richesse incroyable. Son parcours est unique dans le monde, est unique même dans l'histoire canadienne. Il y a à peu près juste Hank Snow, comme Canadien, qui a vécu quelque chose de semblable. Tu sais, puis notre Jimmy James aussi, a vécu quelque chose de semblable, mais il coche de moins. Il n'a pas eu de gros succès. Tu sais, Jimmy, il a eu sa carrière là-bas, mais c'est un petit peu moins que Hal Willis. Puis de voir que lui, après toutes ces années-là, ben, il parlait encore en son français. Moi, ça, je trouvais ça impressionnant. Je me disais, mais il parle juste en anglais depuis 1954, qui est arrivé à Nashville, ça faisait longtemps. Fait que c'est assez particulier. Puis, je vais juste finir avec ça, parce que là, il y a plusieurs autres photos d'archives que j'aurais pu vous montrer, mais avec les années, sa famille ont commencé à me faire de plus en plus confiance, puis ils m'ont dit, hey, j'ai quelque chose pour toi. Hal Willis, il a, à un moment donné, fait un montage de ses vidéos amateurs qu'il prenait en tournée pour la famille, puis il commentait par-dessus. Fait qu'ils m'ont envoyé une version numérique de ça, de ses souvenirs de tournée, puis ses commentaires audio par-dessus. Là, ça dure 1 heure. On va pas écouter ça au complet. Là. Je vais vous en mettre juste des petits bouts, là, juste pour vous donner une idée de ce que c'est. Mais c'est d'une richesse incroyable. Parce que là, tu as des fois, il est en Abitibi. Des fois, il est en Alaska. Des fois, il est au Colorado. Des fois, il est en Floride. Puis il s'en va faire des spectacles. Mais
c'est pas les spectacles, c'est pas la musique, le main focus de son affaire, tu sais. Il fait juste raconter ses histoires, puis il se promène avec sa femme, puis ils ont du fun. Le film souvenir que vous allez voir là, aujourd'hui, c'est un film qui a été pris entre les années 56 et 66, 1956. Ça commence à Lowell, Massachusetts, avec mon cousin Lionel Gauthier, le garçon de mon oncle Léopold, le frère à mon père, le frère à mon oncle Dumais, le frère à mon oncle Donat et Pinot. Ça, c'est Lionel. Un de ces garçons, mon oncle Léopold, mon cousin propre, qui est avec ma femme Ginger, ici, puis sa sœur Cécile. Je vais recommencer, voir, j'en ai un petit peu. Vous ne voyez pas quand ça ressemble à Rosa, après mon oncle Dumais, puis aussi à Glenel, la fête. C'est ce fichier qui est quand même pas mal lourd, là. C'est pour ça que l'ordinateur a envie de le péter un petit peu, là. Denise, la fille, la plus jeune des filles de ma soeur Aurore, la plus vieille de mes sœurs, Aurore. Ça, c'est Aurore est ici, là, on la voit à gauche avec ma mère. Ma maman aussi est décédée. Elle est décédée le 19 avril 1985. On ne l'oublie pas non plus. Ça ici, je crois, Waterbourne, Denise, Marc, Denise, des trois ans. Là, en ce moment, la vidéo ne suit pas l'audio, là. Je peux juste donner le temps un petit peu. Ça, on va mettre un écran, déjà. Aurore, elle en a quatre. Elle a On va essayer de voir d'autres bouts de... Ça, c'est Paul McClarson à droite avec la moustache. Et puis, ça, le gros là, à gauche, je m'en rappelle très bien des gars, des bons gars. McClarson, lui, à droite, ça a été avec nous autres, ça venait de Rolette. Ils font une faute, mon camp, ils font voir qu'ils vont arrêter mon camp. Il y avait une caisse de coke dans le passage, il y avait une nord cassé à la caisse de coke après, il y avait cassé des bouteilles, là, le diable s'est appelé là-dedans. Fait qu'Aurore, fait que nous autres, on va bien se rappeler de ça, mais qu'on va y faire ma soeur Aurore. On va y du fun. Ça, c'est vrai à l'hôtel de ville, la police provinciale. Des vrais bons gars, les gars. Ça, c'est le beau Marcel qui resté à mon camp avec ma maman, ma tante, femme-là, c'est la sœur à ma mère, mon frère, mon camp, avec sa femme et vous, le dessin est pas. C'est là un petit peu plus loin, ouais. Pas les enfants, un petit peu sur eux. C'est lui qui a fait cette chanson. Well, hello there, it's been a long, long time. Cette chanson-là. C'est la peine de grouver. Ça, c'est des petits chats, là. Ma tante avait, on avait une chatte qui avait eu ces petits chats-là, puis on va te payer de la place. On va faire bien les scousses, on va donner des petits chats ici et là. Il était bien fin. On va bien se faire ça. On va du Touro, on va mourir. C'est pas un fatigué. On était fatigué. L'autobus a tourné. On partait des fois, disons, on va donner un exemple, on partait de Nashville le mardi matin pour faire un tour le jeudi soir à Seattle, Washington. On parle de 2700 000. Sans arrêter, j'ai changé de chauffeur, puis prendre un hamburger, puis manger dans le corps. Pas de temps de manger au restaurant, ça tire. Ça fait que, quand on dit que tu as la vie d'allure, surtout quand le Lumberjack a sorti, mais là, on est en demande, pas mal. Alors, ça nous tenait à aller. Donc, j'ai acheté ce douche-là. On va faire des lits, on va faire des lits, ça va être très confortable. Puis on pourrait se reposer, on arrivait là. Disons, on n'était pas fatigué quand on arrivait là. On chauffait un 300-400 litres, on pouvait dormir une dizaine d'heures dans le char. C'était bien dur de dormir assis. Ça, c'est 116e avenue à Nashville. Et puis, la maison brune, au bord de la rue, là, c'est le Columbia Records. C'est là que j'avais fait enregistrer. J'ai enregistré la plupart de toutes mes disques. C'est moi qui rentre, là. Par exemple, Ginger qui prend la photo. C'est marqué Columbia Recording Studios, là, c'est là que, disons, 90% de mes disques ont été enregistrés. J'ai fait des films l'année passée, avec un beau gros camcorder avec le son, toutes les nouvelles sortes, là, des caméras de 3000 pièces. Et puis, aux gens envoyaient Jacques, une note, lui, puis ça va envoyer aux enfants de Catherine, ma cousine à Gatineau. Et puis, j'en envoie plus tard. Vous allez voir que ça a changé. Nashville, avec la sauce, c'est des portraits très vite à 16e, c'est plus les mêmes portraits. C'est-à-dire que ça a passé autrement. Ça, c'est dans l'ouest. Puis j'attends un peu pour savoir. Oui, dans l'horizon, c'est ça. On est en tournée de l'horizon. On a arrêté à des places pour les portraits. C'est à Dombeau, c'est puis l'horizon.
Idaho, Montana, les peuples Washington contre Seattle, Bremerton, Navy Yard, toutes ces places-là, c'est bien bon. L'ouest des États-Unis, j'adore ça, le nord-ouest plutôt. Le nord-ouest, à la voie, il l'échappe. Quand, oups, là, j'appelle. Quand je vais pas, c'est pas faire. Je me rends à la fin du vidéo, on est presque à la fin. Il y a des réflexions intéressantes, ça. Maintenant, le ginger avec eux autres, là. Ça va les expliquer les affaires, là. On se prépare pour faire un voyage, là. Alors, quand je pense à tout ça, là, dans notre vie, on a bien fait des affaires, nous autres. Moi, réellement, j'ai rien en dedans. J'ai fait de l'argent, j'ai tout dépensé, je m'en sacre bien pour ça. J'ai fait une belle vie réellement. J'ai vu des affaires qu'il y avait du monde dépenserait des millions. Je crois que tu ne pourras pas le voir, même. On a voyagé. En plus, on a tout vu. On a été payés pour. Imaginez-vous, le monde qui prend des vacances. D'ordinaire, il faut qu'ils payent des vacances. Nous autres, c'était pas ça. Nous autres, on était payés pour. On passait l'année en vacances. Ça, c'est les ponts qui vont à Key West, en fait. Les ponts qui l'attendent sur la 100 mer, ça. On est rendu, je passe à Key West, on débarque les vallées ici. Ah oui, on a fait une belle vie, j'ai pas me plaindre. Ça a commencé. On pourrait peut-être 2, 3 petites affaires différentes, mais bon, ça valait la peine. Oh, aujourd'hui, si quelque chose, si quelqu'un me demanderait, qu'est-ce que tu veux, Al, mettre ta bière, maximum, qui pourrait donner un peu, expliquer le chemin de ta vie, vraiment, pas mieux, je vais te mettre Yolande Gauthier, l'attaque sur nos mondes, l'attaque mort, mettre Alias, San Wallis, prends pas tout ça, la ligne gouvernementale, il a presque tout vu. Je suis bien content. Ça finit de même. Tu sais, c'est. Ouais. Question facile. Financièrement, on dit que c'est une personne qui n'est pas mort pauvre. Une belle carrière. Il n'est pas mort riche non Il plus. n'est pas mort riche. Non, c'est ça. Ce que j'ai. Je pense que ça pivotait pas mal les derniers temps. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y avait sa petite maison. Je pense qu'il était payé à Nashville, mais c'était pas riche. C'est pas Ce que j'ai pu comprendre. Non, absolument pas. Il n'y a pas eu d'enfant non plus. C'est une bonne question. Je pense que non. Je pense qu'ils n'ont pas eu d'enfant parce que moi, ça a toujours été, c'est devenu son neveu qui habite à Québec maintenant, qui est son espèce de. qui entretient là, finalement. C'est un Gauthier? Il me semble bien que c'est un Gauthier. C'est Marcel? Je sais plus. Ça se peut que ce soit ça, oui. J'ai été en contact avec pendant un petit bout. OK. Ça fait un bout, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles. Fait que, ouais. Oui. Mais je veux dire, avec ces disques qu'il vend, je ne sais pas s'il y en a encore, mais est-ce qu'il y a des redevances encore? Ben là, c'est ça, c'est comme son neveu qui gère ça. La succession. C'est ça, la succession. Merci beaucoup, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Fait que, c'est ceux qui s'occupent de la succession, ben, c'est son neveu qui est à Québec. Puis il y a encore de la famille là, dans le coin. Là. Il y en a des Gauthier puis tout. Mais c'est ça, ça a été. Tu sais, je pense qu'il vivait encore sur des redevances un peu, puis toute l'équipe, mais pas riche, mais je pense qu'il y a eu ses époques. C'est comme il l'a dit, j'ai fait de l'argent, mais j'ai tout dépensé, puis en sac. Il est incroyable. Tu sais, en même temps, c'est son parler. Il est tellement c'est coloré, tu sais, dans sa manière de dire les choses, puis ces réflexions-là, ben, je suis vraiment content d'avoir pu aussi montrer ça, parce que c'est touchant de voir ses souvenirs de voyage, puis de dire, il a presque tout vu. Comme sa carrière, c'est Shogun, mettons, combien d'années on peut dire? Ben, je pense, tu sais. Ça a commencé début des années 50? On va dire fin des années 40, à l'époque où il joue dans les hôtels ici à Rouen, puis après ça, tu sais, dans les années 70, il continue de tourner pas mal, puis même dans les années 90, il sort encore des CD. Ah, oui? Des CD, mais souvent, tu sais, il y en a un de Noël qui est sorti, après ça, tu sais, c'était plus des petites affaires, là, tu sais. Fait qu'il continuait là, fait qu'il était moins actif, mais mettons que j'ai dans la frontière, dans les archives de la frontière, j'ai trouvé des exemples de spectacles qu'il venait donner ici. Mettons, dans le temps des fêtes, il venait voir son monde, puis il en profitait pour aller jouer à l'Hôtel Henry. Fait qu'il jouait, mettons, 4-5 soirs à l'Hôtel Henry dans le temps des fêtes, mettons, des années 70. Puis là, c'était comme la frontière faisait un article en disant, mettons, notre vedette, Al Willis, revient nous voir. Tu sais, 69, 70, 71, 72, dans ces eaux-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, il est encore populaire, puis après ça a diminué, un peu comme toute la musique. Mais le pic, c'est les années 50, j'imagine. Son pic, c'est début 60. Début 60, là, quand il sort de Lumberjack. Ah oui, c'est ce moment-là. Oui, absolument. C'est ça que ça louche. Est-ce qu'il a quand même côtoyé un peu Jimmy James? Oui, ils se sont connus. Ils se sont côtoyés sûrement. Absolument. Ils se sont connus là-bas, puis ils se sont pas connus ici à Rouen nécessairement, mais ils se sont connus là-bas, puis je me rappelle pas lequel des deux m'a parlé de l'autre, mais il me disait qu'ils se voyaient là-bas des fois, puis tout. Fait que, ouais, absolument.
C'est drôle, hein? Ça dit le destin. Jimmy, il est arrivé à Nashville, tu sais, plus fin 60, début 70. C'était un peu plus jeune qu'Hall. C'est ça. Puis Hall était sur le déclin un petit peu, tu sais. Fait qu'ils ont eu comme une espèce de cross-shift. Et puis, Jimmy James a connu, quand même bien vécu à Nashville, mais jamais le top. C'est ça. C'était dans la moyenne, il faisait des pubs, des autres. Tu sais, mon voisin, Johnny Lachapelle, qui était. Ben oui, Johnny Lachapelle. C'était un de ses grands chums, il venait chez lui, là, quand on était plus jeune. Ouais. Pour payer Jimmy, donc. C'est ça, il a connu sa vie là-bas. Il n'est pas venu millionnaire, Jimmy James, mais. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que c'était une époque où il y avait bien des opportunités de se faire engager. Tu sais, mettons, Jimmy James, il m'a déjà raconté qu'il était house band dans une émission samedi soir à Nashville, fait qu'il faisait des émissions de radio, il pouvait engager, fait que peut-être qu'il gagnait, je sais pas, 500 pièces. Puis après ça, à la fin du mois, ben, il a ajouté une couple de spectacles là-dedans, puis il faisait son petit gagne-pain. Il y avait de la compétition beaucoup, je sais pas. Ben, c'est ça, exactement, fallait que tu fasses ton nom là-bas. Tu sais, mettons, le fils de Jimmy James, là, ben, il a connu un plus grand succès tu sais, que Jimmy lui-même. Le fils de Jimmy James s'est mis à accompagner des grands noms de la musique country là-bas. Puis il a fait le Grand Ole Opry lui aussi en tant que bassiste. Ça, c'est. Ouais, quand tu faisais la gamme. Puis lui aussi, il est né à Rouen, le fils de Jimmy James. Tu sais. Il est né à la fin des années 50 à Rouen. Fait que, tu sais, ça nous fait quand même au moins 2 Rouen-Norandais qui ont fait le Grand Ole Opry. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien partout. C'est immense. C'est tout un exploit. Tu sais, quand je sais pas, il y a un documentaire sur Willy Lamotte là, qui existe, là, puis il y a toute une partie du documentaire sur vouloir jouer au Grand Ole Opry, se rendre là, puis qui n'en revient pas. Là, tu sais, ouais, puis Jimmy James, il jouait avec sa famille aussi. absolument, avec sa femme. Puis, Ses enfants. oui. C'était l'orchestre familial, c'était ça dans le C'était souvent, oui, c'était fréquent. Il y avait la famille Savard aussi, que Oui. Ouais. La tous famille les Savard. enfants jouaient. Ouais. Oui, c'était Les fréquent. taille-fers, même s'il y avait juste 2 taille-fers, avec aussi François Poulain. Oui. Qui était dans mais c'est ça, tu sais, c'était les. Les racines country, ça, les régions sont fortes. Ah, ils sont extrêmement T'es forts. croyant, Extrêmement hein? forts. Puis tu sais, pourquoi l'ensemble familial, pourquoi la famille devient ça? Ben, c'est parce que, tu sais, quand on parlait de la famille Carter tantôt, c'est des gens qui ont participé à l'ouverture de l'Ouest des États-Unis, la conquête de l'Ouest, et les gens habitaient nécessairement loin les uns des autres parce que c'était des grands espaces à couvrir. Donc, ils ne pouvaient pas nécessairement aller se partir un band avec les 3 autres voisins. Là. Fait que c'était tout le monde dans la maison apprend à jouer d'un instrument, puis on joue tout le monde ensemble. Puis quand tu penses à ça, ben, c'est la même réalité ici. Tu sais, prends un Jérôme Lemay. Lui, il y avait l'orchestre familial de toute la famille Lemay. Puis lui, ben, puis Jacqueline Lemay, sa sœur aussi, elle a fait de quoi. Puis son frère était drummer, puis il a joué dans plein de bandes. Puis lui, c'est lui qui a percé le plus, mais ça venait de l'orchestre familial, à la base. Tu sais. Oui, puis dans le sud des États-Unis, ben, c'est religieux. Oui. Puis les familles, ben, ils chantaient dans les églises. Là, Dans l'église, absolument. Il apprenait toutes les sacred songs. Puis Elvis, il a commencé beaucoup de même aussi. Voilà. Fait que dans Tom Willis, ben, il y a quand même pas mal en plus d'archives sur Internet. Hein, je sais pas si ça vous tente sur YouTube. Il y a plein de ses chansons. Il y a plein d'affaires. Puis je vous invite vraiment à aller écouter la chanson de Patsy Cline, Walking Dream. Non, oui, ben, ça vaut la peine. Quand vous allez entendre ça, là, vous l'avez entendu le dire, puis après ça, vous allez entendre Patsy Cline, puis vous allez faire tabarouette. OK, c'est quelque chose. C'est dans l'histoire de notre musique, et moi, je trouve ça très, très épatant. Fait que c'est ça, c'était ma petite conférence que je vous présente, Benoît. Oui, un final, faites-nous jouer Pink Cadillac. Pink Cadillac ou Lumberjack, là, la demande spéciale? Les deux. Les deux? On va faire jouer ça le temps qu'on jase ensemble. Merci beaucoup tout le monde. Hey, merci. Okay, on va y aller avec le Lumberjack en français, tiens. Je suis le roi des bûcherons, on m'appelle le Lumberjack, j'ai fait le tour du Canada, j'ai fait le tour des Grands Lacs, quand même la petite pitoune que je suis capable d'enlever. Je suis né dans le bois et je vous dis que je connais ça, le bois lourd, le bois blanc, le bois mou, le bois franc, je peux les différencier car c'est mon métier de les marquer. Je suis fort à bras et j'ai de bons poignets, pour me tenir en forme, je porte la pincette au bicorde, ma scie mécanique, je suis capable de l'allumer, quand j'ai besoin de ma hache, je suis capable de l'affiler. Quand je crie timber, c'est bien vite vous reculer, je vous dis que ça sera long, vous allez voir que ça va tomber, quand je travaille tout jour, le matin au coucher du soleil. Oui, je suis libre, je vous dis que ça fait de la planche, quand ça pose sur le lendemain matin, je suis pas dans mon ouvrage, j'ai mon métier, je suis bien payé. La voix de gauche, là. C'est quand tu disais tantôt là, que il
je disais à Patty Klein, moi je l'avais fait dans le Lumberjack, là, le growl, là, fait que je voulais qu'elle le fasse, ben c'est de ce growl-là qu'il parle, là, tu sais. Ça aurait pu inspirer Raoul Duguay aussi à faire ses blablabla. Je fais beaucoup d'argent, ça m'arrive de temps en temps d'aller faire un tour en ville pour aller voir les belles filles, je fais le tour des... Ah, le sortir des hôtels, My Big Cadillac. On boucle la boucle, on a commencé par ça. Juste pour avoir le plaisir d'avoir le mot de la fin, là, mais merci beaucoup Félix, on t'a plaisir. Vraiment, c'est super apprécié. Merci tout le monde de la Société d'Histoire de Rwanda, ça fait toujours plaisir de participer. Prochaine saison, je vous proposerai un autre artiste, ça va pas plaisir. C'est enregistré. Merci, salut, bonne écoute tout le monde.